Salut. Salut. Gabriel Maznev au premier rang. Si tu peux voir les photos. Carole Rousseau-Poulos est organisée dans le cadre du LABEX Cinéma, Vidéo, Art et Politique en France depuis 1968. LABEX qui est co-organisé par la BNF, le Centre Pompidou et l'Université de Paris. Alors donc ce soir nous accueillons Hélène Fréquinger. Hélène Fréquinger est à la fois responsable de ce LABEX, maître de conférence à Paris 8, programme au sein du LABEX, maître de conférence à Paris 8 et présidente de l'association Carole Rousseau-Poulos. Donc elle nous parlera de cette personnalité multiple, à la fois artiste, cinéaste et directrice d'un cinéma et une façon de voir. Merci beaucoup Christine. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de donner cette conférence sur Carole Rousseau-Poulos, pionnière de la vidéo légère et militante féministe dans le cadre de la collaboration que Christine Panache vient de rappeler, donc au sein du LABEX Art Humain et du programme de recherche dans lequel on est nombreuses à être impliquées, aussi bien côté chercheurs que conservatrices, conservateurs, et également des militants, des cinéastes, etc. Voilà. Donc, je vais, à la suite d'Anne-Marie Duguet, le 18 novembre dernier, m'intéresser tout particulièrement dans le cadre de cette séance à la vidéo des premiers temps, du nom d'un séminaire que je co-anime notamment avec la BNF, mais j'essaierai malgré tout de tirer des fils vers des productions ultérieures de Carole Rousseau-Poulos, puisque Carole, qui a disparu prématurément à l'âge de 64 ans en octobre 2009, n'a en effet jamais cessé de tourner depuis le tout début des années 1970. Donc elle a réalisé, tourné, monté plus de 150 films documentaires en 40 ans. C'est une œuvre considérable, dont une partie, pour les débuts, est perdue, du moins égarée, puisqu'on a des surprises récentes, justement, à cet égard. Des films ont été retrouvés. Mais cette production, même si elle s'échelonne sur 40 ans, semble répondre à un même principe, malgré le changement de conjoncture militante, sociale, économique et technique. Et cette démarche politique et éthique, qui était celle de Carole Rousseau-Poulos, je la résumerai en la citant. La chose essentielle à laquelle je crois, c'est que l'image appartient aux personnes filmées et non à celles qui filment. Sa perspective, toujours féministe et humaniste, consiste, et là je la cite encore, à faire comprendre que c'est un grand bonheur et une grande rigolade de se battre. La place de Carole Rousseau-Poulos au sein du programme de recherche cinéma, vidéo, art et politique est évidemment très importante. C'est une figure emblématique des pratiques militantes de la vidéo légère. Mais il me semble essentiel de souligner d'emblée que son travail est marqué, je dirais, par une évolution. On observe un glissement d'une signature collective, clairement militante, ancrée dans le contexte de la décennie rouge, les années 70. Donc un glissement de cette signature collective dans une perspective qui est finalement héritière de mai 68 et du mouvement féministe, glissement vers une signature individuelle qui va accompagner la professionnalisation de la vidéaste. Donc quand on parle de son travail des années 70, il faut faire attention à, surtout, je le signale d'emblée, ça me semble vraiment très important, à ne pas occulter toute une histoire des pratiques collectives, toutes les collaborations, les amitiés militantes, artistiques, intellectuelles, les affinités qui se sont nouées, qui étaient nouées à cette époque, et d'où les films émanent. Donc je pense qu'il est vraiment important, même si cette conférence porte bien sur la figure de Carole Rousseau-Poulos, de ne pas céder, peut-être on va y revenir, et ce sera sûrement aussi un objet de la discussion, peut-être ne pas céder à une approche entre guillemets autoriste,
en tout cas donc ne pas occulter, je le disais, je le répète encore, le collectif. Dans les années 70, Carole Roussopoulos signe la plupart de ses bandes. Je cherche. Voilà. Je cherchais par la souris. C'est très bizarre, la souris n'apparaît pas. Ah oui, ça y est, elle apparaît, c'est bon. Donc dans les années 70, les bandes réalisées par Carole Roussopoulos ne sont pas signées de son nom propre, quand il existe un générique, parce que les bandes militantes de ces années-là, souvent, n'ont pas de générique. Elles sont signées plutôt du nom du collectif qu'elle a fondé en février 1970 avec son compagnon Paul Roussopoulos, et qui sera baptisé Vidéo au printemps 1971. Et un certain nombre de ces bandes aussi, par la suite, sont signées du nom des Insoumis, collectif qu'elle va former avec Delphine Seyrig, Johanna Wider, Nadia Ringard. Et là encore, les prénoms parfois apparaissent, mais jamais on voit Carole, Carole, Delphine, Johanna, Nadia, mais jamais n'apparaissent les noms de famille des réalisatrices et des co-réalisatrices à cette période. Donc cette question de la signature, c'est une question éminemment épineuse qu'il convient donc de garder en tête. Et il faut bien envisager que Carole Roussopoulos va vraiment se situer dans un double héritage, qui est l'héritage, je dirais, de mai 68, avec cette idée que la notion d'auteur, qu'on considérait comme bourgeoise, devait être remise en question, donc avec la préconisation d'un principe de création collective, avec cette idée que finalement les films sont avant tout des instruments et non pas des œuvres. Et deuxième élément très important dans cet héritage, c'est l'héritage féministe. Le problème de la signature va être redoublé par finalement une règle d'or du mouvement de libération des femmes dans les années 70, qui était la règle de l'anonymat, avec cette crainte que l'individualisation et la personnalisation puissent conduire à une récupération, là encore, d'une démarche collective. Donc voilà, quelques éléments déjà en introduction, bien comprendre qu'il y a un glissement d'une signature collective vers une signature individuelle qui accompagne donc la professionnalisation de Carole Roussopoulos, mais donc ne jamais oublier ses sœurs et frères de vidéo. La rencontre de Carole Roussopoulos avec la vidéo légère, ou plutôt les rencontres. Carole Roussopoulos, je précise tout de même, est née en 1945 à Lausanne, en Suisse. Elle passe son enfance à Sion, dans le Valais, et c'est à l'âge de 22 ans qu'elle va s'installer à Paris, où elle va participer à mai 68, tout en travaillant pour le magazine Vogue comme rédactrice. Au début de l'année 1970, elle se trouve licenciée par Vogue, par ce magazine, et c'est alors qu'elle va se procurer l'une des premières caméras vidéo portables vendues en France, le célèbre porte-à-pack de Sony. Il s'agit là quasiment, pour reprendre la formule de Jean-Paul Fargé, de la scène primitive de l'histoire de la vidéo légère en France. C'est le mythe fondateur. Elle vient donc d'être licenciée par le magazine. Elle se retrouve à déjeuner avec Paul Roussopoulos et Jean Genet, qui lui dit « Mais pourquoi pleurez-vous? Est-ce que vous avez demandé un chèque de licenciement ?» Elle répond « Oui ». Elle sort son chèque de licenciement, 3 mois de salaire, et il lui prend des mains. Il lui aurait pris des mains. Et il lui aurait dit « C'est exactement ce qu'il faut pour être une femme libre. Dorénavant, vous n'aurez plus besoin ni de directeur, ni de rédacteur en chef. Il y a une machine révolutionnaire qui vient de sortir. » Et c'était le premier modèle de caméra vidéo légère. Alors ces déclarations, je parlais de mythe fondateur ou de scène primitive, ces déclarations méritent d'être prises avec précaution. On travaille actuellement à l'écriture de l'histoire de la vidéo des premiers temps, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et il y a beaucoup de reconstructions. Il faut évidemment croiser les sources et on en manque cruellement. Patrick Prado nous aide justement aussi à écrire ses débuts de la prise en main de la vidéo par Carole, puisqu'il était en réalité aussi présent et c'est lui qui avait parlé de la vidéo légère à Carole Roussopoulos. Mais assurément, Carole et Paul sont bien des précurseurs dans le domaine des pratiques militantes vidéo, et ce sont bien eux qui fondent le premier collectif
vidéo qui sera formé en France, donc Vidéo Out, à l'image de ce qui va se produire dans d'autres pays dits occidentaux, aux États-Unis, au Québec, en Allemagne, en Italie, et bien sûr aussi dans le Nord, en Italie, etc. Ils sont pionniers dans ce contexte d'une apparition de groupes vidéo autofinancés et autonomes qui s'inscrivent dans un courant qui est celui aussi de la contre-culture qui popularise l'idée selon laquelle la vidéo est un instrument idéal pour la libre expression et la contre-information. Avec cette idée qu'avec la vidéo, grâce à la vidéo, on va pouvoir faire sa télé soi-même. La lignée de mai 68 se retrouve sur cette photo. Prenez une caméra et descendez dans la rue. On ne sait pas exactement de quand ça date, si c'est 70 ou si même peut-être 68, puisque cette prise en main de la vidéo légère par Carole, elle s'inscrit aussi bien sûr en amont dans cette histoire des états généraux du cinéma, fondée en mai 1968, et qui appelle à ce que chacun, chacune s'empare des outils audiovisuels pour filmer leur but et devenir des instruments de combat politique. Je vous propose de regarder tout de suite un extrait maintenant de la leçon de cinéma faite par Jackie Buet au Festival international de films de femmes de Créteil en 2000, au moment où Carole Roussopoulos obtient le prix du public pour son film Debout, une histoire du mouvement de libération des femmes. Donc c'est un entretien réalisé par Jackie Buet, et c'est parmi les rares images en fait qu'on ait de Carole Roussopoulos parlant de son travail. Eh bien, je suis ravie d'accueillir Carole Roussopoulos cet après-midi pour la leçon de cinéma, la ultime leçon de cinéma du festival 2000. C'est quand même pas banal. Moi, j'aimerais juste faire une petite parenthèse et surtout poser une question, parce que leçon de cinéma, moi, je n'arrive pas encore, mais pas du tout par fausse modestie, à amalgamer ou à identifier la vidéo au cinéma. Pour moi, j'ai pas vu énormément de choses cette année, mais j'ai quand même vu plusieurs films ou plusieurs documentaires en vidéo. Et pour moi, je n'arrive pas à comparer ces deux images. Je trouve que, évidemment, la vidéo fait des progrès magnifiques, etc. Mais pour moi, cette image reste plate, froide, sans transparence, etc. Et donc, je suis très surprise. C'est pour ça que quand vous m'avez dit leçon de cinéma, j'ai cru qu'il fallait que je donne un petit cours vidéo à quelques stagiaires, étudiants. Et j'ai pas pensé une seconde que la vidéo était à ce point, avait gagné des étoiles et des grades au Festival de Créteil. Moi, j'avais commencé par faire une licence de lettres dans ma Suisse natale. Ça me cassait les pieds, j'avais aucun intérêt ni à la littérature, ni au reste, ni à l'histoire, ni à rien du tout. En fait, je savais pas du tout, j'étais complètement larguée. Et je suis arrivée à Paris, une copine m'a trouvé un stage dans un journal, Vogue Magazine. J'ai mis 30 ans pratiquement pour oser dire que j'ai travaillé 3 ans à Vogue, où j'ai appris quand même la beauté du tirage, photo en tous les cas, la qualité du papier, etc. Peut-être une forme de féminisme, parce que c'était une toute petite rédaction de 8 femmes, un peu chic et snob, etc. Mais n'empêche qu'elles avaient été larguées par leur mec et qui se démerdaient, et qui étaient quand même soutien de famille, qui étaient des femmes qui avaient de l'énergie et du caractère. Et puis, je sais pas, je me suis solidarisée, enfin, je vous passe les détails, mais déjà une histoire un peu féministe, etc. J'ai été lourdée en 2 heures, et sans du tout avoir l'air chic et snob. Il se trouve que ce jour-là, Paul Roussopoulos, Jean Genet et moi-même déjeunions dans un couscous, etc. Et je suis arrivée en larmes, virée après 3 ans, sans boulot, sans licence, parce que j'avais pas fini mes examens, etc. Et Genet me dit, oh, bah, alors non, il m'avait beaucoup soutenu quand j'étais à Vogue, en mai 68, en disant, mais Carole apprend des choses, etc. Mais par contre, quand il m'a vu pleurer, il a trouvé ça complètement stupide. Et il m'a dit, est-ce que vous avez été payé au moins? Est-ce que vous avez demandé du fric? Alors, je suis très fière, je sors mon chèque, j'ai demandé 3 mois.
Et il me prend mon chèque et on part au 1 boulevard Sébastopol. Il me dit, il y a une machine révolutionnaire qui est sortie. Et dorénavant, vous n'aurez plus de patron, etc. Et sans me demander mon avis, avec mon chèque, on a acheté la machine. Moi, j'ai jamais entendu parler de magnétoscope vidéo, je ne savais même pas ce que c'était, etc. Et Paul, mathématicien, donc a lu le mode d'emploi. Jeune et moi, on a commencé à filmer des chats dans la rue pour apprendre à faire le point. On était vraiment ce qu'on appelle autodidacte. Mais très vite, j'ai compris qu'en fait, donc c'était pas l'esthétisme ou l'image ou le cinéma que j'avais envie de faire, mais ce que vient de dire Jackie, qui a été la première utilisation de la vidéo au Québec, je dirais aux États-Unis en 67, 68 le Québec, 69 la France avec Godard, 15 jours après Léon Sopoulos et compagnie, etc. L'Allemagne très rapidement, l'Italie. Et ce qui est formidable pour moi, c'est que dans tous les pays, ce sont des femmes qui se sont emparées de cette technologie. Et à mon avis, pas parce que c'était la vidéo, mais parce que la vidéo n'avait pas d'histoire. Il n'y avait pas d'école vidéo, donc les hommes n'avaient pas mis la main sur ce média. Et encore, on se revoit maintenant, on approche, on a tout autour, bientôt la soixantaine, etc. Mais effectivement, ce sont des femmes qui dans tous les groupes, certains groupes étaient mixtes, mais il y avait autant de femmes que d'hommes à Global Village, People Video Servers, enfin partout. En Allemagne, le même phénomène. Très vite, il y a eu des groupes de femmes ensuite indépendants qui ont fait de la vidéo. Et donc, c'était pour, encore une fois ce que dit Jackie, c'était, entre guillemets, donner la parole au peuple, ou aux femmes, etc. Et c'était vraiment un travail social. Les débats entre le cinéma et la vidéo m'emmerdaient, parce que moi j'aimais l'image cinéma, je n'aimais pas l'image vidéo, mais j'aimais le travail qu'on pouvait faire avec une caméra vidéo. Et je dirais le temps qu'on pouvait se donner. En tant que réalisatrice, moi j'étais très insécurisée à l'époque, je suis toujours, et donc je pouvais me tromper, recommencer, il n'y avait pas un tiroir caisse et une pression, et la même chose pour les gens qu'on pouvait filmer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je dois remplir des papiers, je mets technicienne, ou alors, si je pouvais faire passer l'idée, moi je pense que mon métier, c'est d'être écrivain public. Simplement, au lieu d'un stylo, comme je ne sais pas écrire, il se trouve que monsieur et madame Sony ont fait des caméras vidéo pour faire, vraiment pour ce que j'avais envie de faire. Carole Roussopoulos est donc autodidacte. Elle ne s'est pas filmée quand elle achète la caméra vidéo, le porte-à-pack. Elle n'a jamais même imaginé se lancer dans la vidéo. Elle va donc expérimenter, toute seule, ce nouveau médium. Sa première bande vidéo, qui s'appelle Hussein, le Néron d'Aman, aujourd'hui perdu, est tournée en plein septembre noir, donc en septembre 1970, dans les camps palestiniens, au moment où le roi Hussein de Jordanie les napalmise. Avec son compagnon Paul Roussopoulos, elle accompagne Jean Genet et Mahmoud Alamchari, le premier représentant de l'OLP à Paris. Cette toute première bande vidéo, je vous l'ai dit, elle est perdue. Le support original qui n'avait pas été copié, recopié, s'est dégradé à force d'être projeté, donc il a disparu. Mais on en trouve un court extrait dans un film réalisé 2 ans plus tard par Videout et surtout Paul Roussopoulos, qui s'appelle Munich, donc en septembre 1972. Et donc je vais quand même vous montrer quelques images extraites, muettes, extraites de Munich, mais qui sont en fait des images de ce premier film tourné par Carole, Hussein, le Néron d'Aman.
Donc au retour donc, de son déplacement, Carole Roussopoulos, donc avec Paul Roussopoulos, tous deux rentrent en France, ce film est largement montré, et c'est à partir de ce moment-là que tout va s'enchaîner très vite en termes de vidéo et en termes aussi militants. Un Black Panther, qui avait entendu parler de cette vidéo, les contacte, car les Black Panthers qui étaient alors à Alger, avaient gardé la machine NTSC d'une équipe de journalistes américains venus les interviewer, ils ne savaient pas s'en servir. Donc ils passent, Carole et Paul Roussopoulos, un mois à Alger pour donner des cours de vidéo aux Black Panthers, mais aussi à tous les mouvements de libération qui s'y trouvent alors, angolais, vietnamiens, etc. Toute leur vie, comme le disait Carole, sera à partir de ce moment-là une succession de rencontres parce que des gens voulaient que tous deux leur apprennent la vidéo. Au début, c'était plutôt des militants qui se servaient du média pour renforcer les luttes dans lesquelles ils étaient impliqués. C'est vraiment un usage à ce moment-là qui est social, politique, au service des mouvements révolutionnaires qui considèrent que l'image va être comme ça une force extrêmement importante de soutien dans leur combat. La vie de Carole et Paul Roussopoulos, succession de rencontres, est ensuite marquée par un certain nombre justement de travaux réalisés avec les Black Panthers. De cette période fondatrice, le chercheur australien Matt Peterson, qui était là la semaine dernière pour présenter cette bande vidéo, a retrouvé un document incroyable qui était déclaré perdu depuis extrêmement longtemps, depuis quasiment les années 70, qui s'appelle Congo Oi, qui est donc un film qui a été, il considère, c'est lui qui a rétabli le générique, écrit par Eldridge Cleaver, filmé par Bill Stephens, qui était en fait justement le Black Panther qui avait contacté les Roussopoulos pour qu'ils viennent leur apprendre la vidéo à Alger. Et cette bande a été montée par Chris Marker avec la collaboration de Paul et Carole Roussopoulos. C'est une vidéo de 45 minutes, donc qui s'appelle Congo Oi, donc je répète, qui documente la section internationale de la délégation des Black Panthers en République populaire du Congo, et s'est tournée au printemps 1971. Donc elle a été présentée dans le cadre de la magnifique rétrospective, un travail, c'est pas une rétrospective, c'est un travail énorme qui a été fait autour donc de Chris Marker. Donc ça a été présenté il y a une semaine, et je vous propose donc de vous en montrer un court extrait, enfin un extrait quand même de 4 minutes, et ensuite je vous dirai quelques mots issus d'un témoignage de Paul Roussopoulos qui techniquement en assuré le montage dans les plus grandes difficultés. C'était sous la conduite de Chris Marker qui voulait un montage extrêmement précis et qu'en vidéo, à l'époque, ça n'était pas vraiment possible. Pour vous dire, il faut redonner à la révolution son élan. Cela veut dire
La liberté ou la libérale que pour les deux. Elle ne parle pas. Marching before us in the parade, the strength of the Congo. We saw the effort making people feel their country, organize socialist lives, their economy, the industry, the defense forces, their cultural lives, all aspects of their lives was depicted during the parade. C'était déjà un transfert, donc l'original on ne sait pas évidemment où il se trouve, à New York, je le disais, par Matt Peterson. Hélas, ni Carole Roussopoulos ni Chris Marker n'auront eu la possibilité et l'occasion de le revoir. Carole Roussopoulos, c'était vraiment une bande qu'elle recherchait depuis très longtemps, et Chris Marker également, donc même si c'est après leur disparition, évidemment c'est très chouette de l'avoir retrouvé, et puis cela donne aussi bon espoir de retrouver d'autres bandes que l'on déclare souvent perdues. Alors, comment s'est organisée cette collaboration? Eh bien, les Black Panthers, donc, qui avaient tourné ces images au Congo, où ils étaient invités et ils étaient restés quelques semaines, les avaient ramenés donc à Paris, et avaient demandé à Carole et Paul Roussopoulos de les aider à les monter. Or, Carole et Paul, quand ils ont vu le matériau ramené, ont considéré que cela, et je cite Paul Roussopoulos, dépassait leur capacité. Comment faire ce film? Ce n'était pas de notre compétence, déclare Paul. Il y avait beaucoup de séquences officielles, de grands chefs d'État, des défilés militaires, etc. On ne se voyait pas là-dedans, disons, mettre tous ces gens au pas. Donc à un moment donné, on a pensé que le seul qui pouvait nous aider, c'était Chris Marker, donc on lui a téléphoné. Il est venu, on a regardé les bandes, il a accepté. Et donc il a passé un mois et demi, tous les jours, 8 heures par jour, et on a commencé à monter. Je dis « on » parce que c'est évidemment lui qui choisissait les plans, le montage bout à bout les uns à côté des autres, et quant à moi à l'époque, c'était le montage au chronomètre, j'assumais la part technique. C'était quelque chose qui se passait au dixième de seconde au minimum pour que Chris Marker, qui avait l'habitude de filmer très serré, retrouve le montage qu'il espérait. Il voulait mettre le défilé au pas d'une musique qu'il avait piquée par ailleurs. Donc le montage est ce montage est un des pires cauchemars dans le souvenir de Paul Roussopoulos, avec cette technique du chronomètre qu'il avait lui-même mise au point à une époque où il n'y avait pas de bande de montage évidemment automatisée, mais c'était quand même déjà à l'époque sur IVC, technique IVC 1 pouce. Le compagnonnage entre les Roussopoulos et Chris Marker, évidemment,
se poursuit et il s'incarne notamment dans un film que vous connaissez, j'imagine évidemment la plupart, L'Ambassade en 1973. On y retrouve Carole et Paul. 1971, donc l'année du tournage de Congo Oil, c'est aussi l'année de la réalisation de deux autres bandes très importantes de Carole Roussopoulos, Yakapa Baiser, une vidéo en faveur de l'avortement libre et gratuit, alors que la pratique est encore illégale en France, mais aussi du tournage du phare du Front homosexuel d'action révolutionnaire. Et les images du phare que Carole va tourner sont les rares dont on dispose sur ce mouvement encore aujourd'hui. À ma connaissance, il n'existe par ailleurs en images films que des images de Roger Demel, Le vent souffle l'eau. Le phare est tourné par Carole en collaboration avec des militants au mois de mai 1971. La réalisatrice raconte s'être rendue, elle s'est rendue à l'invitation de Georges Lapassade à une réunion du phare qui se tenait aux Beaux-Arts le jeudi. Les réunions du MLF se tenaient le mercredi soir. Et elle n'avait jamais entendu, disait-elle, une parole aussi libérée. Très vite, les camarades, dit-elle, lui demandent de filmer le défilé du 1er mai 1971. Le 1er mai 1971, c'est la première fois qu'apparaît un cortège spécifiquement homosexuel. Ensuite, ces images sont projetées à l'université de Vincennes, des discussions animées s'engagent et Carole les filme. C'est ce qui va donner ensuite la vidéo. Vous m'entendez parce que j'ai l'impression de parler un peu à côté. Si. Ça va, ouais, ça va. Ça va donner donc cette bande vidéo de 25 minutes, le phare dont on va voir un extrait, avec la prise de parole de Guy Ockenghem, qui, dans ce passage, dans cet extrait, dans cette séquence, souligne la parenté entre le mouvement homosexuel naissant et le MLF en tant que lutte contre des oppressions spécifiques. J'étais à VLR depuis longtemps. Et il y a un truc assez frappant, moi j'ai aucune jeune à raconter publiquement maintenant, c'est qu'il y a un an, à VLR, il était question que j'aille militer dans une des unités de VLR, c'était une organisation, et cette unité c'était FLA. Et que les camarades de FLA, quand ils ont appris que je devais aller militer à FLA, ont dit un PD dans les questions. Moitié d'entre eux disant, bon, c'est pas qu'on soit contre, mais ça chauffera les ouvriers, c'est-à-dire jouant le rôle d'écran entre les ouvriers et les PD, comme si un PD, tu vois, j'ai jamais couché avec des ouvriers par exemple, ce qui est même un autre rapport que le leur avec leur tract à la porte de la boîte. Bon. Et puis d'autre part, disant, et puis l'autre moitié disant que c'était un vice dû à la dégénération bourgeoise et qu'il n'était pas question de l'admettre. Donc comment les choses vont évoluer, à mon avis, tu vois, je veux dire que je pense que si maintenant on a pu apparaître publiquement le phare, c'est vrai que c'est dû, à mon avis, essentiellement à la page qui a été ouverte par le MLF, c'est-à-dire au moment où il a été dit aux gens, on va partir de ce qu'on est et pas simplement de nos idées politiques et tout ça. Ça, c'est une chose qui a bien rentré dans la tête et qui fait que les gauchistes ont commencé à être prudents et à plus trop oser dire a priori ça c'est bourgeois ou ça c'est prolétariat. Bon, et ça c'était valable pour VLR en particulier parce que c'est un groupe moins constitué à mon avis, dans lequel il y avait moins une idéologie marxiste-léniniste, etc. Mais ça empêche que ça a causé vraiment, bon, je sais pas, ça a causé une vague de discussion. Il y a une bonne partie des copains de VLR qui ont dit qu'ils ne diffuseraient pas ce numéro de toute façon, que pour eux c'était quelque chose de foncièrement faux que d'avoir parlé de l'homosexualité dans ces termes, que de toute façon c'était incompréhensible par les gens, etc. Alors ce contre quoi on s'est révolté surtout, c'est d'une part sur le fait qu'ils parlaient au nom des gens et jamais en leur nom propre, précisément, c'est-à-dire qu'ils disaient nous pensons, nous, que les gens ne peuvent pas comprendre. Et il y a une copine qui a été jusqu'à dire quelque chose qui m'a vachement étonné, surtout de sa part, c'est qu'elle a dit, oui, quand il y a un camarade ouvrier qui est entré dans la chambre où j'avais des numéros de tout, ben, je l'ai caché. Parce que j'ai pensé que s'il voyait ça, vraiment il serait choqué et tout. Alors, c'est vraiment la protection des irresponsables, quoi. Les mineurs, l'hiver, la gazola, etc. Ce qui est franchi ces temps-ci, c'est l'étape dans laquelle on va plus se réunir autour des idées politiques a priori ou de la stratégie. On va avoir des mouvements comme ça où les mecs partiront de leur trip, les filles de leur trip, les immigrés aussi, etc. Et puis on essaiera de discuter ensemble, ça va être dur. Mais à mon avis, ça sera peut-être moins dur que les discussions entre groupuscules. Ça va être dur parce qu'on a des tas de contradictions. Le phare, jusqu'à présent, personne ne le prenait au sérieux parce que les gens disaient de toute façon vous êtes 30. En admettant que le problème soit juste, vous voyez bien que comme c'est pas un problème qui est principal dans la vie des gens, c'est pas un problème
problème de masse. Alors, rien qu'en faisant le numéro de tout, plus les quelques actions qu'on a fait, et par le bouche à oreille, à la dernière AG, on était 150. Je dis pas que c'était les grandes masses, tu vois, mais d'un seul coup, passer de 30 à 150, ça nous est quelque chose. Bon, et puis, tout ce qui se passe maintenant, ça nous prouve que c'est effectivement un problème de masse. Pas simplement parce qu'il y a 4% de la population qui pratique l'homosexualité, mais parce que vraiment, ça inquiète tout le monde, et ça intéresse tout le monde au même titre que la politique ou que... Cette bande vidéo du phare fait figure de véritable pavé au sein de la production militante pendant des années. Comme le souligne Paul Roussopoulos, je cite, « Nous avons tourné ce vidéogramme sur le phare, qui était un mouvement très contesté par les groupes politiques moins hétérodoxes, mais qui nous paraissait à nous très politique. La gauche prolétarienne nous a beaucoup critiqué, nous qualifiant de petits bourgeois entichés de faux problèmes. Pourtant, pour nous, le fait que 40 types sortent dans la rue un 1er mai pour affirmer leur homosexualité nous paraissait un phénomène politique à prendre en considération. » L'anecdote sur l'origine de la signature Vidéo Out confirme ce mauvais accueil auprès des milieux militants d'extrême gauche de ce mouvement. Cette signature, Carole et Paul Roussopoulos vont en effet l'adopter suite à un concours de circonstances. Ils sont invités par Pierre Schaeffer du service de la recherche de l'ORTF en mai 1971, justement, à présenter quelques-unes de leurs productions. Ils y vont avec la bande du phare, avec le film en faveur de l'avortement et avec la bande des Black Panthers. Et ils s'y rendent aussi avec Ned Burgess, pionnier états-unien de la vidéo légère. Les affichettes annoncent la projection et sur l'une d'elles, des personnes, probablement de la gauche prolétarienne justement, inscrivent le qualificatif « out » près du terme « vidéo », et c'était une manière de manifester leur désaccord avec les sujets, les combats relayés par ces vidéos. À leur arrivée, Pierre Schaeffer les remercie et les présente comme le groupe Vidéo Out. Les militants se regardent, sans comprendre d'abord pourquoi on s'appelle Vidéo Out, et ils n'osent pas le contredire, ils n'y prêtent pas attention. Le groupe vidéo va finalement se réapproprier ce nom, car il évoque simultanément les problèmes techniques auxquels ses membres ne cessent d'être confrontés et surtout le bouleversement radical de la société appelée de leur vœu. Le choix du nom correspond finalement bien à cette idée d'une réappropriation en plus d'une critique stigmatisante. Voilà. Dans les années 1970, la méfiance politique des milieux marxistes à l'encontre du phare sont confirmés par les témoignages de l'époque et les écrits. On trouve par exemple dans Lutte ouvrière des propos que je cite en partie et qui sont assez évocateurs à cet égard. Ils disent dans Lutte ouvrière à propos du numéro 12 de Tout, il ne s'agit plus seulement de revendiquer la liberté sexuelle, Tout revendique le droit à l'homosexualité et à toutes les sexualités. Soit ce n'est pas nous qui, quoi que nous pensions l'homosexualité, réclamerions la moindre répression en ce domaine. Mais où la chose se corse, c'est quand tout mêle l'activité politique à cela. Faire la révolution veut réellement dire changer la vie et d'abord sa vie, écrit Tout. Voilà comment l'individualisme petit bourgeois en arrive à se faire le chantre du socialisme dans un seul lit. Ce à quoi un militant du phare répond dans le rapport contre la normalité. Nous sommes censés salir l'image pure et dure de la révolution virile à grosses bites et muscles d'acier. Dans les années 70, Lionel Souquez, qui est dans la salle, et un colloque est organisé à partir de mercredi autour de son œuvre, rappelé récemment, donc dans les années 70, je le cite, quand tu étais PD, tu n'avais pas de rapport avec les vrais militants hétéros qui te considéraient comme fruit de la déréliction bourgeoise, comme produit décadent. Donc cette bande, le phare, je le répète, c'est un pavé, et encore aujourd'hui c'est un document qui fait réagir, un document important de la filmographie de Carole Roussopoulos, et qui, à mon sens, est très emblématique
de son acuité politique, c'est-à-dire qu'elle sent très tôt quand un mouvement émerge, même quand il est entre guillemets marginal, ce qui s'y joue, et elle a toujours été comme ça, très à l'affût de problématiques qui n'étaient pas, de sujets qui n'étaient pas forcément encore justement sous le feu des projecteurs. La spécificité de l'action vidéo de Carole Roussopoulos dans les années 70, c'était rappelé dans la leçon de cinéma, ça consiste avant tout à donner la parole aux sans-voix. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les groupes politiques n'ont aucun moyen de s'exprimer directement. Ils sont contraints finalement de s'adresser à des spécialistes de cinéma ou de photo qui parlent en leur nom. Avec la vidéo, il va devenir possible de parler en son nom propre, puisque la technique ne va plus être un frein et qu'elle va être transmise, notamment au sein du mouvement des femmes, par l'organisation de stages vidéo non mixtes. La vidéo devient l'instrument privilégié pour saisir une parole instantanée, ici et maintenant, pour reproduire, et là je cite Paul Roussopoulos, des tranches de vie de gens anonymes sans manipulation. Je fais une petite digression. Je cite beaucoup Paul Roussopoulos pour les années 70. Ce n'est pas un hasard, j'ai fait des entretiens évidemment avec lui, mais avec Carole également, mais dans les années 70, c'est beaucoup lui qui s'exprime en fait dans les documents que l'on trouve dans la presse écrite, dans les journaux militants et autres. Pour le groupe Vidéo, c'est souvent Paul Roussopoulos qui finalement prend la parole. Carole n'a pas forcément répondu aux journalistes au même moment. Donc voilà, d'où cette abondance de citations de Paul Roussopoulos. Donc l'idée de cette pratique vidéo, c'est de rompre avec un cinéma militant traditionnel, jugé, je les cite encore, trop souvent manichéen, et qui tente à plaquer des images sur un discours politique figé, censé détenir la vérité. En vidéo, la parole subversive prend le pas sur le discours stéréotypé. Carole et Paul Roussopoulos, au sein de Vidéo Out, attribuent donc à la vidéo avant tout des fonctions militantes. Ils se disent à la même époque extrêmement choqués par l'approche plastique, selon eux indécente, d'un certain nombre de praticiens de l'art vidéo, et ils citent à l'époque la Kitchen à New York, où ils se rendent en 1972 pour montrer la bande qu'ils ont tournée à Amman au moment de la guerre entre Jordaniens et Palestiniens. Or, la première réaction de leurs hôtes à la Kitchen, c'est d'utiliser leur machine à colorer les images. Et là, je cite Carole Roussopoulos, « La seule préoccupation des mecs était de savoir si nous voulions nos bombardements en bleu, en jaune ou en rouge. Des enfants brûlés au napalm en rouge ou vert. Le contenu pour eux n'avait aucune importance. » La vidéo devenait alors un simple gadget électronique supplémentaire. Pour Carole et Paul Roussopoulos, il n'existe pas véritablement de famille vidéo, c'est-à-dire qu'eux vont finalement se démarquer de ceux qu'ils appellent les types qui se pâment, je les cite encore, devant des films d'1h30 qui présentent de l'eau qui coule sur une pierre. À l'époque, leur engagement dans la vidéo, c'est un engagement comme militant, donc, comme s'il s'agissait simplement d'un moyen de communication supplémentaire arrangé aux côtés des tracts et des affiches. Donc en fait, il y a une forte démarcation par rapport à d'autres pratiques, évidemment, vidéo de la même période. Je les cite encore, lorsque notre pratique sociale nous projette dans une situation, une lutte par exemple, nous nous insérons avec la vidéo comme d'autres avec leur ronéo, leur tête. Nous faisons partie alors d'un groupe bien plus large, peut-être de 20, 30 000 personnes. Donc pour Carole et Paul Roussopoulos, la vidéo va véritablement devenir leur contribution personnelle au mouvement contestataire, et ils admettent placer leur combat sur le terrain de la lutte idéologique. Dans un entretien de 1976, ils déclarent « Nous pensions plus ou moins confusément qu'il n'y avait aucun espoir réel que le système explose par la lutte des classes. La solution pouvait donc consister pour nous, dans l'immédiat, à contribuer à la faire sauter par en haut, à le faire sauter, le système, pardon, par en haut, en minant la toiture, c'est-à-dire les superstructures idéologiques. » Eux-mêmes n'appartiennent à aucune organisation politique, donc leur engagement militant se fait à titre personnel, et les bandes vidéo qu'ils réalisent, quand on regarde leur filmographie, finalement retracent leurs propres liens avec certaines personnes, certains mouvements, des affinités ou des gens qui sont venus les chercher,
mais il y a toujours ce fil personnel qui peut se dégager. Et ce lien personnel, mais là je parlerai sous contrôle d'Hélène Châtelain qui est dans la salle, et ce sera important tout à l'heure que tu nous recontextualises vraiment la bande vidéo dont je vais vous montrer maintenant un extrait. La bande vidéo tournée par Video Out, a priori Hélène Châtelain, qui rejoint le groupe avant de fonder les Goyelles avec Armand Gatti, Paul Roussopoulos et Carole Roussopoulos. Donc il y a une bande vidéo que vous tournez juste après l'assassinat de Pierre Auvernais, donc militant maoïste, assassiné en février 1972 par un vigile de Renault. Cette bande vidéo vient tout juste d'être transférée, elle est dans un état très mauvais, hein, mais je vais quand même vous en montrer un extrait. Et Carole m'avait dit que vous étiez copine en fait avec la compagne de Pierre Auvernais. Donc tu corrigeras tout à l'heure parce que c'est des choses justement qui méritent d'être croisées, mais ça pouvait être assez étonnant en fait que Carole Roussopoulos, qui n'a par ailleurs pas tellement de lien avec le courant maoïste, même ce contexte, ait tourné finalement un film autour de Pierre Auvernais. Et je trouve l'approche extrêmement intéressante puisque finalement vous allez interviewer les militants certes, mais aussi les amis, la famille. Et c'est un portrait très personnel finalement de Pierre Auvernais qui va se dégager. Je vous en montre un extrait où notamment ses copains militants mettent l'accent sur le fait que c'était quelqu'un de drôle. On l'a connu à Citroën quand il est revenu du service, parce qu'il a été réembauché, il travaillait déjà avant de partir à Citroën. Mai 68, il n'avait pas connu directement, il faisait son service dans le Nord à l'époque. Alors déjà, il avait foutu le bordel dans l'armée à partir de mai 68, quand il avait des permes, il venait aux manifs à Paris, et il retournait là-bas. Une fois, il s'était retrouvé avec dans les mains une pancarte, il y avait marqué CGT dessus, enfin il ne sait plus très bien ce que c'était, de toute façon il s'en foutait. Il s'était retrouvé avec dans le train, et comme il ne savait pas où s'en débarrasser, il l'avait foutu devant la porte du commissariat de police du bled où il rentrait. Le lendemain, ça fait un scandale. Il y avait le journal du PC local qui avait titré « Provocation gauchiste contre le commissariat de police ». Il y avait une enquête, ils avaient su que c'était lui. Alors là, il s'était retrouvé en tôle. Puis ce qu'il faisait, il l'avait foutu maître chien, parce que il foutait le bordel dans l'armée. Les maîtres chiens, ils sont dans un coin, puis on s'en occupe plus, et les gars, vraiment, on ne sait plus quoi en faire. Ils étaient casernés après mai 68, enfin vers le mois de juin, au moment où il y a le contrôle d'échange, ils avaient caserné des CRS pour la surveillance des frontières à cet endroit-là. Alors comme il était maître chien, il était chargé d'acheter la nourriture des chiens et des CRS. Alors il prenait de la bonne viande, il foutait ça aux chiens, quand les CRS arrivaient, il leur filait des nouilles. Enfin les nouilles, c'était assez dingue quoi, ce qu'ils faisaient avec. D'abord il les faisait cuire dans la flotte, il les foutait par terre, ils en faisaient une boule, ils crachaient dedans, ils jouaient au foot et puis ils les servaient comme ça dans les assiettes. Il a eu le goût de l'épée. Hein, il avait eu une épée, je ne sais pas où. Il vient, on devait aller à une réunion de Renault. En plein boulevard Saint-Michel, il sort l'épée, comme ça. Il crie, allez les masses, suivez-moi. On était une quinzaine. On l'a suivi, on a couru, lui il était devant avec l'épée en l'air. Et il y a les flics qui nous ont regardé passer, mais ils savaient pas. Ils regardaient comme ça, tu vois. Tous les meetings, toutes les interventions, il était là, il était tout le temps à l'usine, il allait dans les cafés où tout le monde le connaissait, il discutait tout le temps avec les gars, vraiment il faisait du travail d'agitation assez fantastique à l'extérieur, parce que déjà avant de se faire virer, il était vachement lié aux gars qui avaient à l'intérieur. Et la façon dont il expliquait la politique, pas la politique, quoi, c'est la façon d'expliquer ce qu'il fallait faire, la révolution, bon, tout ce qu'il fallait faire dans l'usine, c'était toujours concret, précis, à partir de trucs toujours vachement rigolos, quoi. Il expliquait aux gars, les gars se marraient, mais il faisait passer un tas de trucs comme ça. L'aspect principal, c'est bon, comment il militait, quoi. Effectivement, bon, là, c'était pas, bon, ce qu'il disait tout le temps, c'est militantistes, ils vous font chier, pexeurs, encore un PQ, les mecs, ils les appelaient les chétous, les gars qui ramenaient toujours leurs fraises pour repartir de 1936 ou 1824, les gars qui faisaient des discours d'une demi-heure pour analyser la situation, ils appelaient ça les chétous, quoi, je sais tout. Je vais voir un chétou, il va m'expliquer ce qui se passe.
disait, les militantrices n'ont qu'à se forcer, quoi. C'est pas possible d'aller à la porte d'une usine, de faire la gueule pour vendre son journal, lisez machin, lisez truc. Lui, il se pointait avec ses canards, il allait voir ses potes, il disait, tiens, regarde ce qu'il y a là-dedans, regarde ce qu'il raconte, c'est vachement bien. Voilà, donc c'est un portrait très vivant de Pierre Auvernais qui se dégage de cette vidéo, voilà, dont on est extrêmement heureux aussi qu'elle ait été retrouvée. Donc Carole Roussopoulos, tout au long de la décennie 70, au sein de Video Out, va accompagner les grandes luttes qui lui sont contemporaines. Bien sûr, les luttes ouvrières, notamment les conflits hippies, les luttes anti-impérialistes, les luttes homosexuelles et surtout féministes, les combats en faveur de l'avortement libre et gratuit, le combat des lesbiennes au sein du phare, enfin, c'est pas très bien relayé justement par la vidéo, mais ça c'est encore un autre débat. Les luttes contre le viol, la mobilisation des prostituées de Lyon en 1975, la lutte des femmes à Chypre ou encore dans l'Espagne franquiste. Carole Roussopoulos explore les immenses possibilités offertes par la vidéo, qui est un nouvel outil de contre-pouvoir, sans passé ni école, et que les femmes vont s'approprier à la même époque un peu partout dans le monde. Ces vidéos sont toujours conçues comme des supports à débat. Dans un premier temps, c'est elle-même qui les diffuse sur les marchés avec ses copines, et notamment avec la chanteuse Brigitte Fontaine et avec Julie Dassin à l'accordéon, avant que ne soit créé un collectif de distribution dédié à la vidéo militante, baptisé Mon œil. C'est Delphine Seyrig qui avait trouvé ce nom. Au moment de la diffusion sur les marchés, le principe était que Brigitte Fontaine chante, elle était quand même déjà connue, Julie Dassin donc jouait à l'accordéon, ça attirait les foules qui les reconnaissaient, et ensuite, Carole passait les bandes, et finalement les gens étaient là et ils restaient. Et ensuite, elle faisait circuler un chapeau, et elles faisaient une petite quête, et elles allaient, dit-elle, bouffer. En France, ces bandes militantes ne passent bien sûr jamais à la télévision, je pense que c'est important de le préciser, sous prétexte d'amateurisme, de manque de qualité et de non-conformité aux normes. Il y a une sorte de sabotage technique, on leur dit, quand ils se rendent justement au service de la recherche de l'ORTF, que les machines n'encaissent pas le signal de ces bandes amateurs. Et en fait, cette question de la technique sert à masquer, on peut dire, cette censure technologique sert à masquer finalement une censure avant tout politique. Il se trouve que le jour où la télévision voudra diffuser une bande vidéo qui s'appelle Procès pour viol, une bande vidéo italienne féministe très intéressante, c'est la restitution d'un procès pour viol filmé dans son intégralité, on est en janvier 1980. À ce moment-là, France 3 trouvera la solution pour faire les transferts qui permettra que cette bande vidéo passe à la télé. Et puis aux États-Unis, les bandes des Black Panthers sont passées à la télévision. Ça ne dérange pas pour autant, évidemment, Video Out et Carole Roussopoulos, puisqu'elles revendiquent une indépendance radicale à l'égard des marchés et des appareils d'État, culturels et autres, et que cette question du professionnalisme, à ce moment-là, est rejetée, envisagée, perçue comme un danger, un risque, finalement, de récupération. Malgré tout, Paul Roussopoulos admet que le rapport de Video Out à la vidéo devient très vite professionnel. D'abord, ils y passent quand même l'essentiel de leur temps, même si les sources de revenus se font par ailleurs. Et enfin, ils enseignent la vidéo à l'université de Vincennes entre 1973 et 1976. Donc il y a un rapport professionnel à l'image et au son qui va progressivement s'établir, même si demeure une grande méfiance à l'égard de toute demande de subvention par peur de récupération, et parce que, ayant beaucoup voyagé, ils ont vu qu'aux États-Unis, les groupes de vidéos militantes qui travaillaient au début dans les quartiers se sont cassés la figure à partir du moment où on leur a donné, en l'occurrence la fondation Rockefeller leur a alloué une grosse somme, et ils ont dû cela partager entre eux. Donc là, ça a été la fin de tout, le début des engueulades et la fin des groupes. Libérer la parole des femmes, ça va être quand même l'un des axes, l'un des enjeux principaux de Carole Roussopoulos au cours de la décennie. Les avantages politiques de l'outil vidéo sont nombreux et Carole va les investir avec brio. Cet outil est maniable, léger, relativement léger, et c'est un outil qui va donner l'idéal pour des interventions rapides, ça en fait un outil de l'urgence. Surtout parce qu'il existe cette possibilité de relecture immédiate ou de transmission directe de l'image qui va ouvrir la voie à une intégration instantanée de la vidéo dans les luttes pour les nourrir, pour les populariser.
La vidéo va ainsi pouvoir directement, sur le champ, à chaud, renforcer une dynamique de lutte, renforcer l'ampleur des luttes. C'est ce système-là qu'elle va utiliser, cette potentialité que Carole va utiliser en juin 1975 à Lyon au moment de la grande grève des prostituées. Elle va se servir de la vidéo comme un outil de liaison qui va permettre de prendre et de donner la parole. La vidéo, elle va l'utiliser parce qu'elle va recueillir, en recueillant les paroles des prostituées au sein de l'Église, prostituées qui ne peuvent pas sortir pour faire connaître leurs revendications sous peine de se faire coffrer. Et une fois qu'elle aura enregistré ces témoignages, eh bien, elle les rediffuse immédiatement sur 2 petits moniteurs placés sur le flanc de l'église. Donc cela donne l'impression finalement que les prostituées exposent directement leurs revendications aux passants. C'est vraiment un outil de liaison avec, là encore, une parole extrêmement forte, très subversive, une parole toujours personnelle, c'est-à-dire que ces femmes vont systématiquement s'exprimer en leur nom propre. Je vous montre un extrait des prostituées de Lyon parlent. Cet extrait est issu d'un remontage dit à froid. Il ne s'agit plus des images montrées à chaud, qui elles n'étaient pas montées, c'est-à-dire que c'était vraiment filmé, puis remontré immédiatement après contrôle malgré tout des prostituées. Certaines se cachaient, pas Barbara, mais les autres, la plupart se cachaient, et ne voulaient pas être reconnues, donc c'était la parole qui comptait. Et après cette première utilisation qui quand même de la vidéo qui a permis aux prostituées de rester à peu près une semaine, 5 à 7 jours, j'ai un trou de mémoire, au sein de l'église, donc avant qu'elle ne soit finalement quand même délogée. Donc cette vidéo, ces images, ces rushs, ont ensuite été remontées, ont fait donc l'objet d'un montage qui est celui que l'on conserve aujourd'hui, les seuls éléments qu'on conserve, puisque les rushs étaient systématiquement supprimés, on réenregistrait dessus. Nadia Ringard, on en parle souvent, n'est-ce pas, beaucoup de choses ont effectivement disparu parce que les bandes, prenez la bande qui traînait, on enregistrait dessus, donc il y a plein de choses qui ont été utilisées dans les médias, et après les bandes n'étaient pas conservées. Donc un extrait des prostituées de Lyon parle. Puis maintenant, c'est le cri qu'on a lancé sur les radios, c'est le cri qu'on lance dans les télévisions, c'est le cri qu'on lance partout, que toutes les femmes de France qui se sont concernées, même si ce ne sont pas des prostituées, mais toutes les femmes viennent nous aider, dans toutes les églises où il y a des prostituées, qu'elles viennent nous aider parce que nous aider, parce que nous avons besoin d'elles, parce que maintenant c'est plus le fait que ce soit des prostituées, c'est le fait que nous sommes des femmes. Et que Mme Françoise Giroud refuse de s'occuper de nous parce qu'elle ne nous considère pas comme des femmes. Elle nous considère comme des prostituées, donc des putains, donc rien du tout. Et on nous dit que c'est M. Poniatowski qui doit s'occuper de nous. M. Poniatowski, pour l'instant, ne veut pas s'occuper de nous parce que c'est pas non plus son problème. Alors, c'est le problème de personne. Alors, on voudrait que quelqu'un prenne la parole et nous mette au courant en nous disant à qui ça regarde. On ne sortira pas tant qu'on n'a pas obtenu des résultats très hautes en étant femme et mère. Et pas en étant un sexe et un bas-ventre que les types attendent dehors pour leur sauter dessus. Ça, il n'en est pas question. Avant tout, nous ne sommes pas des vicieuses, parce que c'est le client qui nous propose, c'est pas nous qui lui disons nous allons faire ci ou ça. Donc, je pense que lui, c'est pas tellement dans la prostituée. Il n'y a aucune d'entre nous qui râle au mur parce qu'il lui manque des hommes. Bien au contraire, je crois que tous sont laissés décontractés là-dessus. Il n'y a aucune de nous qui se roule par terre parce qu'elle est droguée. Et il n'y a pas une goutte d'alcool dans l'église. Donc nous ne sommes pas ni des vicieuses, ni des droguées, pas des nymphomanes non plus, et pas des alcooliques. Voilà. Et ça, je crois qu'il faut quand même que les gens le comprennent. Seulement, il n'y a qu'une chose que tout ont un souci, c'est leurs enfants. Et ça, c'est le premier problème. Nous sommes des femmes et des mères. Et tant que l'on pourra pas sortir avec cette idée que les gens ont enfin compris ce que nous étions, on ne partira pas. Et puis là, on en a assez aussi d'être exploité par l'État. Ben oui, ils se servent de ça, parce que d'abord, ils l'ont dit, la télévision, donc le jour des dossiers de l'écran, nous leur prenons de l'argent pour qu'elles ne le donnent pas aux proxénètes. Seulement là, il y a la preuve sûre et certaine que les 3 quarts de femmes de prostituées en France à l'heure actuelle n'ont pas de proxénètes.
Ben oui, c'est une jalousie, oui, une jalousie du gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui nous prend nos sous. Ah oui, mais c'est un proxénète, c'est le plus grand proxénète, ça, il n'y a pas de problème. Et non, parce qu'on ne peut pas, n'est-ce pas? Puis tout l'argent qui rentre dans ces caisses, c'est de l'argent qui n'est pas déclaré. Hein? Mais c'est l'argent qui tourne, c'est de l'argent qui lui sert. C'est de l'argent que les pauvres gens qui sont acculés aussi à payer leurs impôts ne savent pas qu'il y a dans cette caisse 150 milliards qui rentrent par an. Alors maintenant que l'on va payer des impôts, ça va être combien? Ça va être une fortune qui va lui rentrer, ça va être quelque chose d'incroyable. Hein? Alors, voilà, oui, c'est ça. Notre argent sert à colmater toutes les petites fuites qu'il y a à droite à gauche. C'est avec notre argent qui n'est pas déclaré, donc personne ne connaît la source, qui hop, on le met un peu partout et puis ça sert. Puis je crois qu'aussi il faut dire une chose, que l'argent des prostituées sert aussi un peu aux élections. Hein, c'est avec l'argent des prostituées qu'on paye les affiches. C'est avec l'argent des prostituées qu'un tel peut parler en tribune. C'est avec l'argent des prostituées sert pour ça. Et je crois que tout le monde le sait, mais personne ne va en parler non plus. Personne ne veut soulever le couvercle, ne serait-ce qu'un tout petit peu, parce qu'ils ont peur de la vapeur. Hein. Alors nous, maintenant, on en a marre, et on va prendre le couvercle à pleine main, et on va l'enlever complètement, et tout va sauter. Et puis je crois que nous aurons acculé à en arriver là. Subversion, impertinence et